Alors ça y est, le chapitre 787 est sorti jeudi dernier et c'est encore une fois un très bon chapitre, peut-être moins dense au niveau information que les précédents qu'on avait par exemple eu sur le Gear 4, le Haki ou même encore sur la notion de fruits éveillés qui avait vraiment entre guillemets révolutionné un petit peu l'univers, qui avait vraiment changé l'aspect de l'univers justement de One Piece au niveau des fruits des monts. Là c'est plus un chapitre qui nous amène, on commence à sentir la fin de Doflamingo, la fin vraiment du chapitre Dressrosa, et c'est un chapitre où Sabo est vraiment mis en valeur et ça j'ai vraiment apprécié, et surtout qu'il se passe plein de petites choses. Et on va voir justement ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 787. Alors comme je l'ai dit en intro, c'est vraiment un chapitre pour Sabo. Les mecs qui adorent Sabo vont adorer ce chapitre, autant que ceux qui aiment Zoro avaient pu avoir un état presque jouissif quand ils ont vu le combat final entre Zoro et Pika. Là, moi ce qui m'a vraiment surpris et que j'avais pas du tout encore une fois vu venir, c'est le speech de Sabo. En gros, il dit Ace, il est mort, tant pis pour lui, il a mené sa vie, moi, j'ai rien à faire par rapport à ça, c'est pas à moi de le venger. En gros, les gens sont libres de vivre leur vie et tant pis pour les conséquences, moi j'en ai presque rien à foutre. Et ça c'est quand même quelque chose de dingue. Moi personnellement, je l'avais dit dans une précédente vidéo, moi je voyais Sabo vouloir tuer Burgess, péter les plombs. En plus, on l'avait vu un petit peu quand il avait fait le combat contre Bastille, on voyait que Sabo pouvait vraiment avoir un côté démoniaque en lui, vraiment vouloir tuer, faire du mal, dépouiller la personne, l'éviscérer, bouffer ses intestins. Bon, là, je vais peut-être un petit peu trop loin, certes, mais on voyait vraiment qu'il avait en lui une puissance et quelque chose de fou, et j'aurais bien aimé le retrouver ici contre Burgess, vraiment l'étaler, le foutre à terre, lui foutre des coups de lasse, le faire cramer ou quoi que ce soit. Et là en vérité il fait un speech vraiment excellent qu'on ne voit pas venir et qui justement se tient, parce que quand on reprend un petit peu quand ils étaient enfants, on voyait vraiment que par rapport à Ace, Luffy et Sabo, chacun avait leurs caractéristiques, leur façon de penser propre. C'est-à-dire que Ace, c'était quelqu'un de très impulsif et de très têtu. D'ailleurs, c'est ça qui va le mener à sa perte par rapport à ce qui s'est passé sur Banaro, je crois. Donc c'est les conséquences de comment il a été qui l'a amené justement à sa mort, et c'est justement ce que dit Sabo dans son speech qui est vraiment excellent. Luffy, lui, c'est plus quelqu'un qui fonctionne sur le coup de cœur et sur la passion. C'est quelqu'un qui va être capable d'accomplir des miracles par rapport à sa volonté et aussi par rapport à ce qu'il a sur le cœur, par rapport à ce qu'il a dans le cœur. Et c'est ce qu'on voit absolument dans cet arc où même s'il est à l'agonie, il dit qu'il veut vraiment niquer sa race à Doflamingo, même s'il est dans un état absolument lamentable. Et lui, Sabo, c'est plus quelqu'un qu'on voit réfléchir, c'est-à-dire que même si en lui on sent qu'il boue que son frère soit mort, on l'a vu justement dans le flashback quand il apprend par rapport aux journaux, il arrive quand même à faire la part des choses. C'est même pour ça qu'il est un révolutionnaire, on le voit aussi par rapport à Robin qui est quelqu'un de très réfléchi. C'est pour ça que pendant les 2 ans, elle l'a passé avec les révolutionnaires dont je parlerai aussi tout à l'heure par rapport à Barbe Noire. Là, on voit Sabo comme quelqu'un de super concentré, super cartésien, super réfléchi. Et peut-être aussi un petit peu espiègle, parce que en plein combat, c'est-à-dire il arrive, il s'adosse carrément à Guts pour pouvoir parler avec Luffy, alors qu'en face tu as Burgess qui est quand même là et qui est quand même une certaine menace. En plus j'aime bien aussi le petit côté humour qu'on a avec Oda, où Luffy et même Sabo n'arrivent pas à retenir le prénom de Guts, qui est quand même un prénom, on peut dire, pas trop compliqué. Donc là vraiment Sabo nous est présenté comme quelqu'un d'intelligent, d'un stratège, et aussi quelqu'un qui a vraiment de la puissance
et qui est vraiment quelqu'un de technique. Il vient juste de choper le Mera Mera Nomi et il arrive déjà à l'allier à ses techniques d'attaque quand il fait ses serres. Bon, moi j'y arrive pas avec mes putains de doigts de merde. Bon, tant bref, c'est pas bref. Enfin bref, il fait la serre du dragon et il arrive à allier la puissance de son fruit qu'il vient juste d'acquérir. Ça fait quoi? Ça fait, allez, même pas 1 heure qu'il a. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super. Qu'encore une fois, quand Ishiro Oda nous présente des personnages, il a toujours tendance à nous les présenter superficiellement. On se fait avoir, il nous envoie sur un axe qui change totalement après. C'est-à-dire que moi, comme j'ai dit à la précédente vidéo, c'est-à-dire que moi, Sabo, je le voyais comme un Ace 2.0, c'est-à-dire je le voyais pas, je le voyais comme une pâle copie de Ace tout simplement. Même Barto au début, ce mec-là, je le prenais pour un pignouf, pour un branquignol, pour un mec lambda, et il s'avère quand même qu'il a énormément d'importance. On a eu exactement la même chose avec Cavendish et on a exactement la même chose avec Doflamingo. Donc encore une fois, on a des personnages qui sont super travaillés, on voit qu'il y a un putain de boulot derrière, et là justement, ce scan nous permet de montrer par le speech qu'il y a au départ. Il y a eu le même état, je crois que c'était au chapitre 785, avec le roi de Dressrosa, qui, même si on avait des fois envie de lui foutre des putains de bouffasses, des buffins de claques pour le réveiller un petit peu, ou avec son speech, on voit qu'il commence à prendre la mesure de son rôle et de son importance par rapport au peuple de Dressrosa. Donc ça, bon là je m'éparpille un petit peu, mais c'est vraiment pour montrer que Ishiro Oda, la grande force de ce mangaka, c'est vraiment de nous foutre un putain de background au niveau de personnages et aussi des fois de nous aiguiller sur un sens pour revenir après de l'autre. Le parfait exemple par rapport à ça, c'est Barbe Noire. Barbe Noire sur Jaya, moi au début je pense que c'est un dit, je pense que ce mec là peut être quelqu'un qui aidera plus tard Luffy, parce qu'il dit qu'il faut être dans les rêves, qu'il faut écouter son cœur, qu'il ne faut pas écouter ce crétin de Bellamy, lui qui dit que les rêves, les personnes qui rêvent, c'est des idiots. Donc on commence à avoir de la sympathie pour le personnage, en plus avec sa gueule complètement de travers, avec la moitié de Chico, puis en train de bouffer des pizzas. Et puis le mec, il est gros, on peut avoir que de la sympathie pour lui, et en vérité, ce perso est un putain d'enculé. C'est-à-dire qu'au début, tu peux presque devenir son pote, et tu t'aperçois après qu'il faut jamais lui tourner le dos, sinon tu vas avoir un anus comme ça. Donc c'est quelque chose que j'aime avec Ishiro Oda, et là, ce chapitre par rapport à Sabo le montre parfaitement. Alors justement, en ayant parlé de Barbe Noire, je vais pouvoir parler de Burgess, qui a aussi un rôle très important ici. Il combat contre Sabo, et c'est sûr qu'au début, on le voit combattre et on se dit putain, il a pas du tout le niveau par rapport à Ace, ça y est, genre comment je confonds Sabo et Ace, par rapport à Sabo, on se dit il va se faire latter. Et justement non, faut pas oublier quand même que c'est le bras droit de Barbe Noire, même si je suis persuadé qu'il y a des personnages dans l'équipage de Barbe Noire qui doivent être quand même plus puissants que Burgess. Ça c'est sûr et certain. Burgess pour l'instant il a atteint qu'un certain stade et il n'a pas encore de fruit démon. Je pense que quand il aura trouvé un autre fruit démon que celui-là de Luffy ne peut pas perdre son fruit démon, c'est absolument impossible. Je pense qu'une fois qu'il aura acquis un fruit démon, deviendra quelqu'un de tout en puissance. Certes, il n'y a peut-être pas beaucoup de cerveau, quoique, ça sera un personnage quand même super important et super fort à la fin de l'histoire de One Piece. Ici quand même, sans fruit démon, il arrive quand même à tenir la dragée à Sabo, parce qu'au début, il sous-estime Sabo. C'est-à-dire qu'il lui envoie un coup pareil, il lui envoie un coup, on voit qu'il n'y a pas de haki dessus, il n'y a pas de haki au niveau maximum. Faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que même si tu vois quelqu'un donner un coup de poing, il peut quand même mettre du haki dans son coup de poing, même si c'est pas noir. Quand c'est noir, c'est seulement pour symboliser que le haki est au niveau maximum de son état. Donc là, par exemple, quand Burgess se prend le coup tournoyant par rapport à la griffe du roi dragon, je crois, où il tourne puis s'en va valdinguer. D'ailleurs, merci à Burgess de nous apprendre que le feu ça brûle, que le feu c'est chaud, ça c'est vraiment sympa. On voit après qu'il envoie des coups et qui sont esquivés par rapport à Sabo, et on voit que Sabo lui dit ça y est, tu me prends enfin, tu t'intéresses enfin à moi. C'est-à-dire que le but principal, on le répète encore une fois, le but principal de Burgess, c'est de choper le fruit démon de Luffy. Donc Sabo, pour lui, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Et pour lui, d'une pichenette, il peut l'envoyer. En plus, j'aime bien aussi le parallèle qu'il y a
le parallèle par rapport au flashback, par rapport à Jaya, c'est-à-dire quand Sabo dit que Luffy c'est son petit frère, et là t'as Burgess qui fait putain j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est exactement ce qu'avait dit Ace par rapport à Luffy, parce qu'au début Barbe Noire il veut choper Luffy, là je fais vraiment un gros flashback. Normalement Barbe Noire à la base voulait tuer Luffy pour le donner au gouvernement mondial pour pouvoir avoir une place de corsaire, parce que Luffy par rapport à Eni Lobby avait avait déclaré la guerre au gouvernement mondial. Donc Barbe Noire s'est dit la meilleure façon de devenir corsaire, de travailler pour le gouvernement mondial, c'est de choper Luffy. Ace se présente entre temps pour lui barrer la route, bah, il s'est dit bah, si je peux pas avoir Luffy, avoir la tête de Ace pourrait être parfaitement un très bon compromis. Donc c'est vraiment pour ça que Ace d'ailleurs s'est fait avoir comme un bleu. Donc j'en étais où moi au fait en parlant, en divagant comme ça? Oui, justement, Burgess, le but, c'est de choper le Gomu no Mi de Luffy, car pour lui, c'est le fruit démon que lui voit voir, qui pense qui correspond le mieux à sa façon de combattre. D'ailleurs, on le voit quand il saute, qu'il rebondit, on voit qu'il y a quand même un petit peu une sorte de petite connotation vraiment dans le caoutchouc. Et justement, il ne prend pas la mesure de la puissance de Sabo, il ne se rend pas compte que Sabo est aussi puissant. Et après, vers la fin du chapitre, on voit le combat, on voit une case avec le combat entre Sabo et Burgess, et on voit maintenant qu'il attaque avec les points en full haki. Chose qui me fait aussi penser que le but principal, la mission première autre que prendre le Gomu no Mi de Luffy, le but premier de Burgess était de choper le Mera Mera no Mi pour peut-être le filer à Barbe Noire qui lui le file à un de ses lieutenants. C'était ça le but premier. Donc maintenant on peut parfaitement penser que Burgess voudra faire une pierre de coups, c'est-à-dire tuer Sabo, lui piquer le fruit démon, parce qu'on sait maintenant qu'il est capable de prendre les fruits démons des personnes. Pour ceux qui veulent voir la théorie que j'ai mis en place, allez voir la critique analyse du chapitre 786, un peu de pub ça n'a jamais fait de mal à personne. Et donc le Burgess, faut pas le sous-estimer, faut pas le surestimer non plus, il n'a pas un niveau au-dessus de Sabo, ça je pense pas, mais je pense qu'à un certain moment il peut faire facilement jeu égal avec Burgess. La dernière chose à dire avec Sabo. La dernière chose aussi à dire par rapport à Burgess, c'est qu'il donne une information par rapport à Barbe Noire, la relation qu'il a justement avec les révolutionnaires. À un moment, Burgess dit à Sabo, de toute façon, Barbe Noire n'a rien à voir avec vous les révolutionnaires. C'est-à-dire que Barbe Noire a conscience de la puissance que représentent les révolutionnaires et il veut pas se les mettre à dos parce qu'il doit sûrement avoir un projet assez important, on ne sait pas encore lequel que ça va être, peut-être tuer les autres empereurs et vouloir aussi pourquoi pas dominer le monde, et il sait que s'il se fout à dos les révolutionnaires, ça peut franchement foutre la merde dans ses plans de conquête de Barbe Noire. Et c'est justement par rapport à ça où Sabo lui fait voir que c'est lui qui a le Mera Mera no Mi et qu'il a peut-être intérêt à le combattre. Et maintenant, on va parler de mon chouchou, de Doflamingo. Oda nous fout une image de Doflamingo qui est absolument géniale. Je vais la foutre ici en plein écran et je vais me taire pendant à peu près 3 secondes. Vous n'allez pas me dire que cette image n'a pas de la gueule. Vous n'allez pas me dire que Doflamingo sur cette image ne respire pas la badassitude. Putain, mais c'est absolument génial. On a l'impression derrière que la ville est en feu, que ses fils, que son fruit démon est vivant. Là, on voit parfaitement qu'il est éveillé. On voit les flammes, on voit les cadavres qui sont devant. C'est absolument génial. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit parallèle. Justement, j'en ai parlé dans la vidéo précédente par rapport à Sephiroth. Ça, en le voyant comme ça m'a fait penser quand Sephiroth, quand il avait détruit la ville de Midgard, non pas de Midgard, la petite ville, je sais plus le nom de ça, où il y a des flammes tout autour, et que là on le voit partir. Là c'est exactement pareil, on voit Doflamingo, on voit sa silhouette qui marche, et on voit derrière les sortes de fils qui sont presque vivants. On a l'impression que c'est une pieuvre, on a l'impression que c'est une bestiole, puis on voit les cadavres devant. C'est absolument génial, il y a une beauté, il y a une beauté dans le dessin, il y a une beauté dans la mise en scène
c'est recherché. Il a toujours, enfin c'est quelque chose qui est toujours présent. Et il a voulu toujours nous faire ressentir des émotions dans le dessin. Et ça, c'est un parfait exemple. En plus, on le voit énervé, enfin, j'ai pas beaucoup vu énervé dans les chapitres précédents, dans les chapitres ci, mais dans les arcs précédents, on l'a jamais vu vraiment énervé, on l'a toujours vu survoler les autres, toujours rigoler, toujours se moquer, et là on le voit énervé comme jamais quelqu'un a été énervé. En plus, il y a les gladiateurs qui sont devant lui, ces mecs-là, c'est du menu frottin, et on le sent que Doflamingo commence franchement à être aux abois. Il s'est déjà pris, comme j'ai dit précédemment, il s'est déjà pris deux attaques ultimes de deux personnages différents, deux personnages qui sont quand même censés être à un niveau assez top. Franchement, Law, c'est un Shishibukai, et Luffy avec son Gear 4, il est quand même très très bon. J'aime pas partir dans dans ces blabla quand on parle de puissance, oui telle personne est plus forte que telle puissance, parce qu'après dans les commentaires ça divague souvent, on le voit souvent dans les forums ou quoi que ce soit, mais là on ne peut pas nier que Doflamingo est vraiment une coche au-dessus, quoi. On voit dans l'état où est Law, on voit dans l'état où est Luffy, et il faut savoir que Doflamingo il a quand même été tout seul face à eux deux, et c'est quand même quelque chose de dingue. Donc là quand même on le voit, il est sérieusement aux abois, et il le dit, j'ai pas de temps à perdre avec du menu frottin comme vous, et j'ai pas d'énergie à gaspiller. On le voit qu'il est vraiment au minimum, et on voit surtout qu'il y a encore cette putain de birdcage qui d'ailleurs est toujours centrée par rapport à lui, et là il est au centre de la ville. Petit parallèle par rapport à ça, oui j'aime bien faire beaucoup de parallèles parce que j'ai plein de trucs en tête qui se enfin bref, qui se rencontrent. C'est le mouvement de panique de la foule, je trouve aussi qui est très très bien rendu. C'est-à-dire que d'un côté, tu as ceux qui sont autour de Doflamingo et qui veulent pas rester là parce qu'ils veulent pas crever à cause des dommages collatéraux, donc ils veulent fuir le centre de la ville. Et de l'autre côté, il y a tous ceux qui sont à la périphérie de la ville avec la birdcage qui se rétrécit, qui veulent fuir la menace justement de la birdcage, et les deux se télescopent et on voit ça vu de haut. Et je trouve que on se rend compte vraiment du chaos total et de la panique qu'il doit y avoir dans Dressrosa. Pareil, on entend souvent de dire pourquoi ils vont pas tous tout simplement dans l'usine pour se mettre à l'abri, ou même dans le Colisée, parce que le Colisée a des barreaux faits de granit marin, donc normalement le granit marin résiste par rapport à la birdcage, donc on peut se dire qu'ils peuvent tous aller là-dedans et se mettre en protégé. Mais quand c'est la panique, quand il y a un tremblement de terre par exemple, quoi que ce soit, tu sais, sauf qui peut, chacun pour soi, Dieu pour tous, surtout pour moi, et on s'arrache quoi. Donc là vraiment il y a un sentiment de panique, il y en a certains qui sont à genoux, en train de pleurer, en train de demander au roi et Riku encore de les guider ou quoi que ce soit. On voit que c'est le pire chaos qu'il puisse y avoir. Et là, on a Doflamingo au milieu de ça, tel un démon absolument dingue. Il faut savoir aussi que Doflamingo, c'est quand même quelqu'un qui mesure dans les 3,60 m, donc quand tu te présentes à côté, toi avec ton 1,50 m ou ton 1,80 m, t'emmènes pas large. Donc là on le voit vraiment énervé, il doit avoir une sorte d'aura, peut-être même peut-être un acquis des rois inconscient qui fait faire ressentir de la terreur à toutes les personnes qui sont autour. Et ça, c'est vraiment excellent. Et en plus, on voit aussi qu'il a une certaine difficulté à maintenir son acquis car il n'arrive pas à utiliser pleinement le acquis de l'observation pour pouvoir trouver Luffy. Normalement, un mec de son niveau, il doit pouvoir faire une sorte de scan comme pouvait faire par exemple NR, rappelez-vous. Il arrivait à voir toute la zone de Skypia et savoir quelle personne était où et quelle personne disait quoi. Donc là, normalement, Doflamingo, avec la puissance qu'il a à l'état naturel, normalement, il devrait savoir où est Luffy, aller directement dessus et le tuer, tout simplement en faire un chewing-gum, tiens, justement. Et là, on le voit qu'il n'est pas capable, qu'il a presque plus d'énergie et qu'il a besoin de tuer Luffy dans les quelques minutes qui vont rester, car il sent qu'il va bientôt devoir tout lâcher. Donc, pour faire amener justement Luffy ici, il réduit encore plus vite la birdcage, et c'est ce qu'on voit. Et c'est là où justement vont intervenir les mecs du Colisée et aussi Zoro par rapport à Franky. Parce qu'à l'état actuel des choses, on a Luffy qui à la fin du chapitre a besoin encore de 4 minutes pour pouvoir retrouver du haki et pouvoir donner un coup final qui mettra
Doflamingo complètement KO. Et Doflamingo, lui, on sait qu'en 3 minutes, la bird cage sera réduite à un seul fil. C'est-à-dire que Luffy n'a pas 3 minutes devant lui. Il a encore maximum 30 secondes, 1 minute. Parce qu'à la vitesse où elle se réduit, ça va devenir un fil en 3 minutes. Donc imaginez à 1 minute de la fin, la bird cage sera de la taille par exemple d'une pièce. Ça sera exactement ça. Donc on a vraiment besoin, Luffy a encore une fois besoin, c'est un truc qui est vraiment récurrent dans One Piece, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tuer tout seul Doflamingo, il a besoin de l'aide des Nakama. C'est quelque chose qui est véhiculé toujours par le shonen, c'est-à-dire même si tu as une grande force, tu as toujours besoin de tes amis à côté de toi pour pouvoir accomplir ce que tu veux faire. C'est la force de l'amitié, voilà, on dira ça comme ça. Donc là, Luffy, dans l'état où il va avoir besoin de deux choses. Premièrement, il a besoin de réduire la vitesse de la bird cage, ça on va le voir tout à l'heure par rapport à Zoro, par rapport à Franky, et là on a surtout besoin de retenir aussi Doflamingo pour pas qu'il trouve trop vite Luffy, c'est-à-dire que Doflamingo à la vitesse où il est actuellement, dans 1 minute, il peut facilement retrouver Luffy qui est sur le dos de Gatt. Et c'est là où vont intervenir justement les mecs de Colisée. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, excellent. Il y a un gros baroud d'honneur qui s'amène avec du sacrifice. Encore une fois, je suis vraiment sadique, mais je veux absolument qu'il y ait quelqu'un qui crève dans ce putain d'arc Dressrosa. S'il y a quelqu'un qui crève, putain, ça va donner un côté un peu plus mature à One Piece, et ça va permettre aussi de mettre une sorte de tension. C'est-à-dire que les personnages, tu peux les aimer, mais au fond de toi, tu te dis putain, ce personnage n'est peut-être pas immortel, et il risque d'avoir une épée de Damoclès sur chacun, et la mort va peut-être arriver. Sauf bien sûr pour l'équipage. Les persos d'équipage ne peuvent pas crever, mais tu as toujours des personnages qui sont importants que tu peux aimer. Par exemple, l'eau peut parfaitement crever, et ça pourrait être sympa. Donc ouais, je suis vraiment sadique de penser que les mecs crèvent et ce soit sympa. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que là on va avoir un putain de baroud d'honneur avec les mecs du Colisée, et je sens que ça va être vraiment jouissif, et on va encore voir la puissance de Doflamingo, parce que Doflamingo, encore une fois, c'est un mec qui est super diminué, il est super baissé, on le voit non, c'est dans le chapitre présent, mais on se voit se tenir le ventre, les organes internes doivent être franchement dans un état désastreux, et là il y a les mecs du Colisée qui vont se présenter, je pense, telle une ligne, et ils vont y aller, puis là Doflamingo, un à un, il va les écarter, il va les empaler avec ses fils, enfin bref, je m'attends dans des chapitres bientôt avec quelque chose de vraiment génial, quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir. En début de vidéo, j'avais dit que c'était un chapitre qui était vraiment axé sur Sabo, mais je trouve encore une fois que Zoro a encore un rôle assez important, et sa manière d'être est vraiment géniale. Là, on le voit aller vers vers la bird cage, foutre du haki sur ses katanas et foutre une attaque, et après essayer de bloquer. Derrière, tu as les deux samouraïs qui regardent, qui sont vraiment étonnés, qui lui posent même la question t'es sûr qu'on peut retenir t'es sûr que tu vas être capable de retenir la bird cage? Puis là, Zoro il dit deux choses vraiment excellentes. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Ça, c'est vraiment excellent. Et deuxième chose, c'est tant que vous avez de la gueule pour parler, vous allez pouvoir m'aider, parce que moi tout seul, je me sens pas capable de niquer justement la bird cage. Zoro n'est pas faible. Parce que là, on pourrait dire, oui, Zoro, il avait dit que son but, maintenant, son leitmotiv, c'était... Putain, j'utilise des mots, je suis vraiment incroyable. Enfin bref. Son but, c'était de tout découper. Et là, ouais, il est même pas capable de découper la cage de Doflamingo. Faut bien se rendre compte que la cage de Doflamingo est retenue de l'autre côté par Franky, et par rapport à l'usine qui est totalement en granit marin. Le granit marin est l'un des matériaux les plus durs de l'univers de One Piece. C'est-à-dire, c'est encore plus puissant que le diamant. Pour l'instant, à l'état où est Zoro, il peut couper l'acier, il peut peut-être avoir un niveau au-dessus par rapport au full haki, comme on a vu qu'il avait réussi à couper Pika, qui devait quand même avoir, je pense, une très grande armure. Mais la bird cage rentre en conflit avec l'usine qui est en granit marin. Granit marin,
qui, je répète encore une fois, est l'un des matériaux les plus puissants. Quand il y a deux matériaux on apprend ça en physique, quand il y a deux matériaux qui se rencontrent, le matériau le plus puissant prend la force sur l'autre et détruit l'autre. C'est-à-dire que si les fils de la birdcage étaient inférieurs en niveau dureté par rapport à du granit marin, l'usine elle aurait plié la birdcage et elle aurait peut-être même pu découper et faire craquer les fils. Alors que là, on voit que ça fait jeu égal. Donc on peut parfaitement penser que Zoro en ce moment, avec ses katanas, arrive à maintenir des fils, donc il a une puissance de dureté qui peut être quand même égale à du granit marin. Maintenant je reprends aussi une autre chose. On dit oui, Boa Hancock a réussi à détruire la gîte je vais y arriver, de Smoker. Smoker il a une arme. Son arme n'est pas totalement en granit marin, il n'y a que le bout qui est en granit marin. Pareil par rapport à Vergo. Vergo arrive à détruire la jute de Smoker qui est en full acquis au niveau de son arme. Pareil, c'est que le bout de l'arme qui est en granit marin et non pas toute l'arme. Pour l'instant, il n'y a personne qui est capable de détruire du granit marin. Pareil par rapport aux menottes, on n'a jamais vu quelqu'un qui arrive à péter les menottes. Les menottes, on a toujours eu des problèmes pour pouvoir les ouvrir. Rappelez-vous, par rapport à Enilobi, ils avaient besoin de la clé pour pouvoir détruire, pour pouvoir ouvrir justement la menotte en granit marin de Robin. Franky, malgré sa force, n'a pas réussi à l'avoir. Zoro n'a pas réussi à le couper avec ses katanas. Maintenant, on arrive sur l'eau. L'eau est absolument incapable, malgré sa puissance, malgré son savoir-faire, n'était absolument incapable. Bon, c'est sûr qu'il est en granit marin, donc il n'avait plus de pouvoir, mais aucune personne à côté de lui ne pouvait détruire le granit marin. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Et là, Zoro arrive à faire jeu égal avec du granit marin, ce qui nous donne quand même une notion de sa puissance qui est quand même phénoménale. Donc ça c'est ce que je voulais dire. En plus maintenant ce qui est vraiment bien fait, c'est que Zoro est d'un côté et du côté est, il me semble, pour pouvoir maintenir la birdcage, et Franky et les nains sont du côté ouest, donc ça permet vraiment de faire une pression égale. Et j'ai adoré l'image où tu vois Franky avec les, comment ça s'appelle, avec les éventails, oui j'ai encore dit comment ça s'appelle, avec les éventails en train d'encourager les tontatas. Ça c'est des petites images, des petits trucs que j'adore et qui me font bien marrer. Et Luffy dans ce chapitre, ben, on voit qu'il est toujours presque à l'agonie. Franchement il a vraiment bien morflé, enfin il a bien morflé, et on peut même pas dire qu'il a beaucoup morflé par rapport au coup de Don Flamingo, parce qu'il s'en est pas pris beaucoup. On voit vraiment que, comme on a vu au chapitre précédent, que le Gear 4 lui a pris énormément d'énergie, il est incapable de bouger, et il a plus de haki, donc là on le voit vraiment dans un état vraiment lamentable. Ça fait même mal au cœur de le voir ainsi, mais ça a toujours été comme ça dans la plupart des arcs. Rappelez-vous par rapport à Lucci dans Eni Lobby, il était complètement à terre, il a toujours un regain d'énergie à la fin pour latter la gueule du boss. Donc ça c'était par rapport à ce chapitre, je dirais que c'était plus un chapitre de transition où on n'a pas besoin de trop parler de Luffy, car il doit y avoir un stress, il doit y avoir une tension qui est vraiment présente dans ce chapitre, hein. Je sais pas, vous l'avez quand même ressenti, quand on tourne les pages on a vraiment envie de savoir la suite. Et donc par rapport à l'état lamentable auquel on voit Luffy, ça rajoute vraiment une tension où on sent sa vulnérabilité qui est vraiment incroyable. Et l'autre chose aussi qui est pas mal importante, c'est par rapport à l'amiral Fujitora, vraiment l'handicapé, l'aveugle. On voit un moment, quand il regarde la birdcage, on voit des sortes de petites lucioles, de petits effets lumineux au-dessus. Je pense que ça, c'est seulement pour symboliser la perception qu'il a de la birdcage. C'est-à-dire qu'on voit la birdcage autrement par d'autres personnes, et eux, ils ne voient pas ces sortes de petites lucioles. Et je pense, encore une fois, que c'est le ressenti qu'on a de Fujitora. Fujitora a vraiment développé, je pense, son acquis de l'observation. Et là, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui va arriver
dans les chapitres précédents, il y a quelque chose, il y a une tension dans l'air, franchement, qui arrive. Et ça, justement, c'est symbolisé par Fujitora. Fujitora, encore une fois, qui est la grande déception de cet arc Dressrosa. Encore une fois, je le répète, c'est un mec que je trouve super charismatique, que je trouve que c'est vraiment un amiral qui est totalement aux antipodes de Akenu. Akenu, comme je dis, encore une fois, c'est 1 ou 0, c'est marine ou pirate, il n'y a absolument rien entre deux. Entre deux, c'est de la population, mais la population, elle, ça sert à rien. Il y a les bons et les méchants. Pour lui, il est les cartésiens, point barre, c'est que ça. Là, on voit quand même Fujitora qui remet beaucoup de choses en question. Il a une sorte de volonté, il a quelque chose une vision divine de la justice. Il voit que tout n'est pas blanc, que tout n'est pas noir. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est pour ça que j'adore ce personnage et j'espère franchement qu'il va être un peu plus mis en valeur sur la suite, car pour l'instant, c'est pour moi, en plus des Tontatas, mais ça j'ai déjà parlé, pour moi je trouve ce peuple vraiment insipide. Et j'espère franchement qu'il va se passer quelque chose par rapport à Fujitora. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Alors j'aimerais finir cette vidéo sur la critique analyse du chapitre 787 en parlant des premières deux pages. Autant je vous l'avais dit la dernière fois que j'étais super déçu par rapport à l'histoire du Jinbei qui vraiment apportait rien de nouveau à part la poneglyphe. J'ai trouvé ça vraiment mou. Autant là, on va avoir, je pense qu'on va avoir 9, ouais c'est ça, on va avoir 9 premières deux pages, c'est le truc qu'il y a au début, où on va vraiment mettre en valeur les Nakama de Luffy, et je trouve que celui-ci avec Zoro, le dessin est vraiment bon. On voit même en plus son entraînement par rapport au tambour, c'est quelque chose. Moi déjà, j'ai vu des mecs en fer et tout, j'ai porté les trucs en bois, et les mecs, la patate qu'ils foutent dedans, l'énergie, ils font ça pendant presque une demi-heure, des fois non-stop. Les mecs, ils ont une énergie du diable, et on voit ça par rapport à Zoro. J'espère que ça va être vraiment comme ça pour les autres, que ça va vraiment être recherché, et je trouve que ça peut faire vraiment une très belle collection. L'autre chose aussi que je vois venir vraiment gros comme un camion, c'est-à-dire que le prochain chapitre va être vraiment génial, et la fin, on va voir un cliffhanger de malade. Luffy qui va se réveiller, qui va être prêt à foutre un coup, ou quelqu'un qui va arriver, peut-être peut-être Kaido, ou peut-être Big Mom, voire même pourquoi pas Sanji, qui est complètement disparu depuis plus de 534 jours avec ses compagnons. Bref, je vois une grosse annonce cliffhanger et après 2 semaines de repos, plus d'infos par rapport à Oda. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait stresser, mais je pense qu'on va vraiment y avoir le droit. Donc voilà, maintenant cette vidéo est presque terminée. Vous avez remarqué aussi que je n'ai plus le katana entre les mains. Ça me permet de plus utiliser mes mains pour parler, même si j'ai pas de racines italiennes dans le sang. Merci d'être aussi nombreux, de plus en plus nombreux à me suivre. Je pense que le concours c'était pour les 1000 abonnés, mais le temps que je mette ça en place, ça va être sûrement pour les 1500, voire même peut-être les 2000 abonnés. C'est pas grave, je mettrai plus de lots à gagner, vous inquiétez pas. Bref, merci beaucoup de me suivre. Venez sur ma page Facebook, mon Twitter ou aussi mon site onepicepassion.com. Un petit coucou aussi par rapport à tous les membres de la page Facebook de One Piece Spoil. Les gars, je vous trouve super sympa. Aussi un petit coucou parce que tout ce que je dis par rapport à One Piece, c'est pas que moi. J'aimerais aussi le redire ça aussi. Tout ce que je dis ici, il y a quelques infos quand même que je vais prendre à droite et à gauche. Et si vous voulez vraiment deux bons forums pour lire des infos sur justement One Piece, je vous conseille mangafrance.fr, je crois, ça c'est par rapport au forum, ou encore La Volonté de Di. Voilà. Par contre, je ne fais pas que tout piquer dessus. Il y a beaucoup de trucs que je fais de moi-même, des idées, des théories que je mets en place par rapport à moi-même. Je ne suis pas qu'un crevard qui va piquer, un charognard qui va piquer qu'aux autres, qui se le prend, puis après qui se prend toute la gloire. Je ne suis pas comme ça. Je préfère faire une petite mise au point parce que c'est ce que j'ai lu parfois dans certains messages qui me sont envoyés. Voilà, ça c'est des petits messages. Enfin bref, on n'est pas là non plus pour cracher sur les mecs qui en méritent même pas, qui en valent même pas la peine. Voilà, tiens, ça c'est un petit cri du cœur, ça faisait longtemps que je l'avais sur le chrognonieux, là, ça, je trouve que ça fait du bien. Donc voilà, alors merci 1000 fois de tous vos messages que
vous me mettez dans les commentaires. D'ailleurs, des messages qui a des commentaires qui en a de plus en plus. Je les lis tous, mais malheureusement, j'aurai pas le temps maintenant de tous y répondre. J'en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Bref, merci mille fois. Ça me donne vraiment l'énergie de continuer à faire plein de vidéos. Et justement, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!